Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite en ce mercredi 9 octobre et à la présentation ce soir, Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette édition, on va parler de la mauvaise note de l'EPSM. Reçue au mois de juin, mais ce que dénoncent surtout les syndicats, ce sont les commentaires de la direction. Frédéric David, secrétaire adjoint de la CGT, est sur notre plateau. Et puis dans la suite, focus sur les cinéastes. Le cinéma fête ses 20 ans cette année avec 10 jours de films qui ont marqué les esprits dans le cinéma. On en parle avec le programmateur et le responsable du cinéma Les Cinéastes, Malo Ghislain. Mais avant, on passe à l'actu. Au sommaire de ce mercredi 9 octobre, c'est bien simple, il pleut. C'est un constat que vous pouvez observer depuis ce mercredi matin. La pluie ne cesse de tomber. L'ouragan Kirk, devenu dépression, passe sur notre territoire, placé en vigilance orange inondation. Mais que va-t-il se passer ces prochains jours? Eh bien, vous aurez quelques éléments de réponse dans ce journal. Les éleveurs bovins sarthois inquiets pour leur avenir, ils recevaient ce mercredi le président de la Fédération nationale bovine, FNB. Et puis retour sur le premier match de Pro A à domicile disputé par les Mancelles. Rencontre perdue 3-0, malgré tout porteur d'espoir, vous le verrez. On commence donc avec ces pluies tropicales en Sarthe. Ça ne vous a sûrement pas échappé, il pleut et pas qu'un peu. C'est la conséquence du passage de la dépression Kirk sur notre territoire. Un ouragan formé au large du Cap-Vert qui traverse maintenant la France avec des pluies diluviennes. La préfecture a classé le département en vigilance orange inondation. Alors des débordements de cours d'eau vont-ils intervenir? Élément de réponse avec Anthony Piton. Le phénomène est qualifié de remarquable par les services de Météo France. Ce mercredi, entre 50 et 80 mm de pluie sont tombés en Sarthe. Pour donner un ordre de comparaison, c'est ce qui peut arriver en fait sur le département sur un mois. Donc on a les quantités de précipitations d'un mois qui arriveront en fait en une journée là aujourd'hui. Les scientifiques parlent déjà d'une pluie cinquantennale. Comprenez des précipitations extrêmes dont l'intensité est telle qu'elles ne se produisent qu'une fois tous les 50 ans. Les ouvrages d'évacuation des eaux de pluie jouent pour l'instant leur rôle et empêchent les cours d'eau de déborder. Mais face à la déferlante, la prudence reste de mise. Sur le site Vigicru, on observe en fait la montée d'ISO aux différentes stations qui sont sur notre bassin versant. Donc là, c'est l'exemple de la station de Beaumont-sur-Sarthe. On peut s'attendre à des débordements localisés, notamment au niveau des points bas. Puisque lorsqu'on a des grosses précipitations comme ça, des problématiques d'écoulement peuvent se produire, notamment au niveau des fossés, des réseaux d'eau pluviale et d'assainissement. Et puis au niveau des cours d'eau, il faudra quand même surveiller l'évolution des phénomènes. Toutes les gouttes de pluie qui vont tomber en amont vont arriver en fait vers l'aval et vont rejoindre un cours d'eau pour arriver vers l'aval du bassin versant, ce qu'on appelle l'exutoire. Et donc c'est en fait la quantité de précipitations à l'échelle du bassin versant qui provoque en fait ces évolutions de débit et peuvent provoquer des crues. Tout peut donc basculer très rapidement. Quoi qu'il en soit, le déluge devrait s'arrêter en fin de journée et des jours beaucoup plus secs devraient suivre. Et ces précipitations intenses engendrent pas mal de conséquences sur les routes. Et oui, selon des informations qui viennent de nous parvenir de la part des services du Conseil départemental de la Sarthe, plusieurs dizaines de routes sont partiellement inondées et font actuellement l'objet de déviations. Pour rappel, la préfecture de la Sarthe conseille aux automobilistes de reporter le trajet. Alors si vous prenez de la route, soyez prudents. Une information pratique qui nous concerne toutes et tous. Ce numéro de téléphone, le 0800 112 112, ce n'est pas un spam, mais bien les services d'urgence qui tentent de vous joindre. Avant, d'autres numéros existaient pour vous rappeler, après que vous ayez contacté par exemple la police ou les pompiers. La préfecture nous informe qu'après une évolution juridique, un seul numéro peut désormais vous appeler. Il s'agit donc de ce numéro, le 0800 112 112, numéro unique et gratuit. Attention, en revanche, c'est un numéro pour recevoir les appels. Si vous voulez contacter vous-même les services d'urgence, eh bien, par exemple la police, vous devrez contacter le 17. Les éleveurs bovins inquiets sur l'avenir de leur filière. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, la FDSEA, et les jeunes agriculteurs, les JA de la Sarthe, recevaient Patrick Bénézy, le président de la Fédération nationale bovine, la FNB. Le but, faire le point sur la filière dans le département. Depuis près de 10 ans, le nombre de vaches allaitantes a baissé de 16% en Sarthe. Les raisons, une hausse du prix de l'alimentation, une faible rentabilité à cause de prix jugés trop bas et une baisse de la consommation. Une situation qui soucie ces éleveurs, notamment sur la pérennité de la filière bovine. Reportage d'Alexandre Ferrer.
La souveraineté alimentaire est la clé de voûte pour ces éleveurs bovins. Importation, baisse du nombre de vaches sur le territoire et faible rentabilité inquiète. Là, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est rassurer les éleveurs. Parce que même si on a du prix aujourd'hui, mais le prix n'est pas suffisant pour aller au coût de production, on a toujours le même écart entre les deux parallèles, quoi. Donc ce qu'il nous faut quand même, c'est d'aller au coût de production. Donc ça, on y travaille avec la FDSEA, aussi avec la FNB, pour remonter ça au niveau de l'État, pour avoir des solutions, pour mettre en place la loi Egalim, pour avoir des prix qui soient corrects, pour pouvoir assurer la transmission. Actuellement, le coût de production est 60 centimes plus élevé au kilo de carcasse que le prix du marché, une rentabilité faible pour ces éleveurs qui complique la succession. Plutôt que de restructurer et d'abandonner des pans entiers de production, c'est de s'engager ouvertement dans une contractualisation qui respecte les coûts de production, qui permettent aux jeunes de pouvoir aller chercher des prêts chez un banquier, qui permettent d'en vivre, puisqu'aucun jeune ne voudra s'installer s'il ne vit pas de ce métier-là. Et on en appelle à la responsabilité de la filière. Certains éleveurs sont proches de la retraite et sans repreneur de leur exploitation. Pas assez de jeunes aujourd'hui pour pouvoir remplacer tout le monde, mais il y a toujours autant de jeunes à s'installer. On est sur à peu près, on est fier de dire qu'on est 72 installés, mais en 5 ans, on est 72 installés tous les ans. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive sur du nombre de personnes qui partent à la retraite entre 90 et 100. La Fédération nationale bovine interpelle le ministère de l'Agriculture sur la pleine application de la loi Egalim. Elle vise à équilibrer les relations commerciales entre agriculteurs et industriels. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Colin. La situation est très froide entre la direction et les syndicats de l'établissement public de santé mentale. Frédéric David, secrétaire adjoint de la CGT à l'EPSM, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'établissement public de santé mentale de la Sarthe, l'EPSM, a obtenu en juin la pire note possible à la classification, un D, comme 1% seulement des établissements de santé, donc non certifiés. Et puis, dans des articles, chez nos confrères du Maine Libre et du Ouest France, la directrice Céline Lagré pointe du doigt la qualité des soins. Alors, vous, qu'est-ce que vous reprochez à cette communication de la direction ? Eh bien, c'est le communiqué qu'on a adressé à vos confrères ainsi qu'à vous. C'est effectivement en réaction à l'interview qu'a adressée Madame Lagré à la suite de cette visite de certification. Puisque, comme vous le dites, 1% des établissements simplement au niveau national ne sont pas certifiés. Nous avons, nous, connu une visite des experts qu'on appelle de la Haute Autorité de Santé, qui est un organisme indépendant, un organisme public indépendant, qui passe en général tous les 4 ans dans les établissements. Sachant que votre dernière classification était une note de B. Une note de B, hein, donc une note intermédiaire avec quelques réserves, mais meilleure que celle que nous avons reçue au mois de juin. Qu'effectivement, dès le mois de juin, dès la réception de cette note, qui est la pire note qui puisse être adressée à un établissement, nous avions demandé à la direction générale de réunir au plus vite les directions, les représentants du personnel médicaux et non médicaux, ainsi que les représentants des usagers, pour essayer de corriger le plus rapidement possible les dysfonctionnements qui avaient pu être repérés par les experts. Ce qui nous a heurté, et représentants du personnel et aussi les professionnels qui ont lu les articles et du Ouest France et du Maine Libre, c'est la remise en cause. Enfin, c'est vous qui êtes remise en cause, c'est le travail des soignants. Voilà, c'est les pratiques sous-entendues soignantes qui sont remises en cause. Et elle exclut d'emblée de l'article la gouvernance et les directions de toute responsabilité. Donc c'est ce qui nous a fait réagir, publier ce communiqué, parce qu'il nous semble que même s'il y a des dysfonctionnements inévitables dans cet établissement, ils doivent être partagés, et qu'en tout cas la démarche de résolution de problèmes, elle doit être recherchée ensemble, collectivement, et pas en incriminant d'emblée les professionnels et notamment les soignants de cet établissement qui portent, il faut bien le dire, à bout de bras cet établissement qui n'est pas un établissement en bonne santé. Et justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que les syndicats, depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, je crois qu'il y a un préavis de grève depuis 1 an, ça veut dire que vous alertez déjà sur une situation où c'est compliqué.
On annonce une fermeture de lits une fermeture de 85 lits en 2 ans. Ça fait quelques mois et années que vous alertez sur la situation. Ça fait des années qu'on alerte sur la situation désastreuse de l'établissement de la psychiatrie dans le département. Effectivement, ça fait des années. Une pénurie médicale est dénoncée depuis des années. Il y a moins de la moitié des postes de psychiatres dans cet établissement qui sont occupés. Donc c'est-à-dire plus de la moitié des postes qui sont vacants. Il y a des conditions de travail du coup qui se dégradent pour les professionnels de ces établissements, laissant dans la détresse une partie des soignants. Donc effectivement, cette certification a eu lieu dans une période trouble et tourmentée de l'établissement, puisque, comme vous le dites, on est presque à 1 an du dépôt de préavis de grève de novembre, qui dénonçait justement ces conditions de travail, et un préavis de grève qui avait été lancé après une mise en place de réorganisation de l'organisation du travail des professionnels. Et où en est la communication aujourd'hui avec la direction ? J'ai envie de dire que la communication est fragile, elle est loin. C'est dommage que la communication se fasse par médias interposés avec notre direction. Je ne veux pas dire qu'elle est impossible ou inexistante, je vais dire qu'elle est difficile. Les questions qu'on soumet, de nouvelles questions vont être posées à la direction, puisqu'on a une instance demain, un CSE, où on va reposer la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que cette notation, elle est négative. Ça veut dire que, donc déjà d'une, la publicité est quand même très mauvaise pour la psychiatrie et pour notre établissement. Un établissement qui est donc déjà en difficulté, mais ça veut dire aussi que comme on a obtenu la note la plus mauvaise, une nouvelle visite va avoir lieu dans moins de 18 mois. Donc, c'est ce que j'allais dire, la Haute Autorité de Santé, la HAS, va repasser. Qu'est-ce qui peut changer ? Donc il est urgent de se mettre autour de la table pour voir ce qu'on peut changer et ce qu'on doit améliorer, parce que on n'a pas d'autre choix que d'essayer de faire avancer les choses ensemble, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour que ça change, pour que ça évolue ? Je pense qu'il faut absolument et urgemment qu'on se mette autour de la table, que tous les interlocuteurs et tous ceux qui veulent que l'établissement progresse et s'améliore dans son fonctionnement, tout le monde se mette autour de la table, se parle franchement. On a tout un tas de projets de réorganisation qui sont en permanence en place et en développement dans cet établissement, qui crée une espèce d'instabilité permanente, qui insécurise beaucoup les professionnels. Et il y a peut-être besoin d'une certaine reconnaissance aussi, mais de part et d'autre. Il y a clairement besoin d'une reconnaissance, mais déjà le fait de s'écouter et de se rencontrer et de parler ensemble, c'est déjà une forme de reconnaissance. De ne pas rechercher les solutions seules, et c'est pour moi le plus important. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Désolé, on n'a plus du tout de temps. Merci beaucoup d'être venu. L'ACO dévoile les mesures pour les prochaines 24 heures moto. Une édition 2023 bruyante et une édition 2024. Il faut croire que les règles avaient fonctionné, avec une nette diminution des nuisances sonores selon l'Automobile Club de l'Ouest. Cette année encore, les motos et pots d'échappement trafiqués sont interdits, comme les motos produisant de grands retours de flammes ou celles destinées à la destruction. Le silence est exigé de 8h à minuit avec un dispositif de surveillance. Et la billetterie des 24 heures moto, elle, ouvre jeudi prochain, le 17 octobre, à partir de 14h. On vous en parlait ce mardi soir, Le Mans Sarthe Tennis de table jouait sa première rencontre en Pro A à domicile. Et les filles se sont inclinées contre Saint-Quentin, les championnes de France en titre. Défaite 3-0, un score lourd, quoique porteur d'espoir. La rédaction d'LMTV Sarthe était sur place. Un public qui pousse ses joueuses, en l'occurrence Lys Sanson. Devant plus de 300 spectateurs, score honorable pour la salle, les Mancelles ont failli créer l'exploit. Je jouais quand même pas mal de clubs en pro. C'est rare, il y a autant de monde, l'ambiance, on voit, j'entends public qui sont derrière moi. C'est vraiment super, quoi. C'est la nouvelle recrue Haruna Sugita qui ouvre le bal. La japonaise s'incline en 5 manches en ayant 3 balles de match. Rageant, la nippone menait 2-0 contre une joueuse mieux classée. C'était très serré. On a joué de beaux et de moins beaux points. Cette équipe était championne de France l'an dernier. Aujourd'hui, elle était meilleure. Pas favorite, Ekaterina Fischer s'incline, elle, en 3 manches contre la Roumaine Daniela Dodean Montero.
Le troisième match est équilibré. Lisançon affronte la numéro 1 de Saint-Quentin, Linda Bergström, 51e mondiale. Les deux joueuses se rendent coup pour coup. La néo-mancelle est défaite en 5 manches, 11-9 dans le dernier set. Les Sartoises n'inscrivent pas le moindre point au championnat. C'était un peu dur de battre 3-0, en même temps c'était super serré. Aruna elle a 3 balles de match. C'est encourageant. L'équipe est super soudée, on s'encourage vraiment bien. Il n'y a pas de souci, je pense que ça va revenir. Début de saison compliqué, contre d'abord les vice-championnes puis les championnes de France. 2 défaites en 2 rencontres, sévère. Il n'y a pas une bonne défaite, parce que ça reste des défaites, donc c'est des compétitrices. Mais c'est une défaite encourageante, dans le sens où c'est le champion de France. On peut se retrouver à 2-1 pour nous, mais au final on perd 3-0. C'est la loi du haut niveau, mais c'est très encourageant pour l'avenir. Contre des équipes de bas de tableau, les joueuses de Jérôme Suran auront plus de chance. L'objectif du club, se maintenir dans l'élite. L'entraîneur Jérôme Suran sera l'invité de 72 Sports ce lundi, présenté par Antoine Besson. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On sera avec Malo Ghislain, programmateur et responsable des cinéastes. Le cinéma fête ses 20 ans. Ce sera juste après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo avec des conditions météo qui seront très agitées sur l'ensemble du territoire. En cause bien cette tempête qui circule actuellement et c'est elle qui sera à l'origine de ces nombreuses précipitations assez soutenues sur une bonne partie du territoire. Soyez très prudents lors de vos déplacements. Alors côté température, celle-ci évolue entre 13 et 15 degrés avec 13 degrés du côté de Blois, 14 à Tours ou encore pour la Flèche, 15 degrés au Mans, Alençon ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 15 degrés également du côté d'Angers. Bonne nouvelle les amis, ça devrait se calmer à partir de jeudi matin avec le retour d'un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, de la douceur également au programme puisque les températures évoluent entre 11 et 12 degrés au lever du jour avec 11 degrés pour Alençon, pour Sablé-sur-Sarthe ou encore à Cieux-le-Guillaume, 11 degrés également à Blois ou encore à Tours, 12 degrés à Saint-Calais ou encore du côté de Vendôme. Pour la suite de votre journée, ce sera globalement le même type de temps avec et toujours un ciel variable avec de belles perles ensoleillées, de temps en temps quelques passages nuageux. Les températures, elles, seront plutôt conformes au normal de saison, entre 15 et 16 degrés. Pour votre tendance, vous le voyez, pour la journée de vendredi, ce sera globalement le même type de temps avec toujours des éclaircies. Alors les températures, elles, affichent 14 degrés pour Alençon, 15 degrés à Mamers, au Mans ou encore pour la Flèche, 15 degrés également à Vendôme ou encore à Blois, 15 degrés pour Angers, ou encore du côté de Tours. Avant de retrouver pour la journée de samedi, les traces d'une nouvelle perturbation qu'on va essentiellement retrouver sur un quart nord-ouest du territoire avec des nuages, quelques gouttes de pluie, à l'avant encore des éclaircies. Bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. De retour sur notre plateau, bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez. On fait un point tout de suite sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce mercredi 9 octobre, l'air était bon, notamment dans le nord du département. Pour ce jeudi, les niveaux de pollution restent faibles, principalement grâce aux conditions atmosphériques qui favorisent la bonne dispersion des polluants. Mais l'ozone est toujours à un niveau trop élevé. Ainsi, l'indice de qualité de l'air sera moyen sur tout le département. On passe tout de suite à l'invité de la suite. Et est-ce qu'au cinéaste, l'air est bon? Moi, je pense que oui. Nous sommes avec Malo Ghislain, il va pouvoir nous le dire. Bonsoir Malo. L'air est très bon et plutôt sec, malgré le temps pluvieux. Alors, vous êtes donc le programmateur et responsable du cinéma Les Cinéastes. Et avant de vous entendre, je vous propose une plongée 20 ans en arrière. On est allé fouiller dans nos archives et on a retrouvé une vidéo à l'ouverture du cinéma des cinéastes. Une rentrée timide pour les cinéastes. 22 personnes ont franchi le seuil de ce bunker en verre situé en plein cœur du centre-ville. Les cinéphiles se sont dirigés dans les 4 salles climatisées au Thon Bordeaux. Pour Jean-Louis Manceau, le programmateur, les premières séances riment encore avec rodage. Il y a toujours des petits problèmes, et là les problèmes on les voit et on les corrige à chaque épisode. Les premières impressions sont en général positives, à quelques détails près. La clim était un peu froide, mais
À part ça, le film était excellent. J'ai trouvé la salle belle, simple, des couleurs pas voyantes. J'ai trouvé qu'on voit un tout petit peu trop la lumière à droite sortie de secours là. Autrement, on voit bien, on entend bien, on est bien assis. On a très froid parce qu'on n'a pas pensé qu'il y aurait la climatisation. Bien sûr, on ne pouvait pas imaginer. Selon le programmateur, les cinéphiles viendront plus nombreux à partir du lancement officiel le 24 septembre, l'objectif étant de faire 80 000 entrées par an. Alors on parle beaucoup de la clim, l'air est bon, mais est-ce que la clim est rétablie ou marche correctement ? Elle est rétablie, ouais, je vous rassure. Allez, plus sérieusement, c'est un événement important avec pas moins de 35 films diffusés en une dizaine de jours. Alors pourquoi 35 films et pourquoi ces 35-là ? À la base, moi, je m'étais fixé 20 ans, 20 films, et puis j'ai pas réussi. Quand on aime trop les films, c'est impossible de... Voilà, donc 30, c'était plus raisonnable pour moi, et 5 jeunes publics en plus. Donc voilà, une bonne sélection, copieuse. L'objectif, c'est de retracer l'histoire des cinéastes avec des films qui vous ont plu pendant toutes ces années ? C'est un peu la crème de la crème des 20 dernières années, une double décennie avec, on va dire, un mélange de films qui ont marqué et le cinéma, l'équipe, et aussi le cinéma mondial en général, les films de Cannes, nos coups de cœur, des succès populaires ici chez nous. On fait un mix de tout ça. Différents événements aussi, notamment la soirée d'ouverture ce vendredi. L'objectif, c'est fêter cet anniversaire le plus largement possible ? Oui, la soirée d'ouverture, on avait envie de s'amuser surtout, prendre un peu un sujet politique avec le nom des gens de Michel Leclerc et puis s'amuser avec, manger, boire, festoyer, pour lancer un peu les hostilités avant d'ensuite s'enfermer tous les jours pendant 10 jours pour voir des films. Sachant que tout au long, il va aussi y avoir des événements type des quiz, etc. Racontez-nous tout ce qui a été mis en place autour de cet événement. Il y a pas mal de choses. Sur le week-end, par exemple, on a un photomaton qui est accessible gratuitement pour les gens pour se créer des souvenirs. On vendra des pierres, des affiches tirées en riseau. On a un ciné-concert plutôt pour les publics familles, en partenariat avec un Image Junior dans le cadre du festival. On aura aussi un ciné-quiz italien dans le cadre du partenariat avec la Studente Alighieri. Et pour vous dire, on terminera même carrément à la brasserie 72 qui nous a brassé la petite canette de la bande originale. C'est le nom de la bière qu'on a brassée pour l'occasion. Donc on terminera chez eux le jeudi 24 avec le collectif Full Vinyl Only Wax pour une soirée cinéma et musique. Le but du coup c'est de montrer un peu qui vous êtes, quel est le concept de cinéma ? Oui, moi l'objectif que je me suis fixé, c'est de s'amuser, de respecter la ligne éditoriale depuis 20 ans et que chaque personne qui franchit la porte... Qu'est-ce que c'est cette ligne éditoriale du cinéma ? C'est un cinéma à réessai avec tout ce que ça peut représenter aussi comme interrogation, mais c'est montrer un cinéma dans toute sa pluralité, des cinématographies de pays émergents, des films fragiles, peu distribués, mais aussi des grands films populaires, donc c'est un mélange de tout ça. Et donc l'objectif c'était que chaque personne qui passe la porte durant les 10 jours puisse trouver au moins une satisfaction, un film qui correspond à son genre, à son cinéma, à ses goûts, voilà. Malo, ça fait donc 10 ans que vous êtes au cinéaste. Oui. Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté ? Justement, c'est les gens, on les a vus dans la vidéo que j'avais jamais vus. C'est super touchant parce qu'il y en a que moi je vois depuis 10 ans. Et moi, c'est surtout les gens qui me font aimer ce cinéma et cette ville, les gens et les films. Et moi, je dis toujours, je fais un métier magnifique parce que chaque lundi m'offre une sélection de films différentes avec des nouveautés. Donc les couleurs sont sans cesse renouvelées. Et moi, c'est ce qui fait que je m'ennuie jamais. Mais vraiment jamais. Ça fait 10 ans et je me pince parce que ça fait 10 ans que je prends plaisir à aller travailler. Donc voilà, pourvu que ça dure. Et là, le cinéma fête ses 20 ans, vous fêtez vos 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut envisager ? Quels sont les projets pour les 20, 30, 50 prochaines années ? Moi, j'en ai plein dans ma tête, mais je ne vais pas tout vous dire. La prochaine grande échéance, ce sera évidemment le renouvellement de la délégation de service public, puisque c'est la ville du Mans qui nous confie ce magnifique lieu depuis donc 20 ans. Et en 2026, avec Yann Fremont, notre nouveau directeur à la MJC Jacques Prévert, on va s'efforcer avec toute l'équipe de réfléchir à des nouveaux axes de développement, des nouvelles idées pour continuer à dynamiser ce cinéma et plaire au public du Mans. Alors je rappelle donc l'événement pour fêter les 20 ans des cinéastes, une rétrospective donc de toutes ces années avec un tarif à 5 € pour les adultes, 4 € pour les films jeunes et ça commence donc dès vendredi. Vous avez plus de renseignements sur le site lescinéastes.fr
Et est-ce qu'on peut Peut-être demander un pour coup de cœur terminer, effectivement, si vous deviez choisir un coup de cœur, Malo, parmi les films qu'on va vous citer, le film First Cow de Kelly Richard le 20 octobre à 18h30. C'est un film qui, je crois, est resté assez longtemps à l'affiche chez vous. Ouais, je crois qu'on a le record en France après le Grand Action à Paris, où on l'a tenu 6 mois, on a couvert la sortie DVD, voilà, dans la foulée d'une rétrospective intégrale de ces films. Donc une cinéaste américaine qui fait du cinéma indépendant, un peu au ralenti, et pour le coup c'est un espèce de faux western, un peu contemplatif en milieu naturel, rural. Moi j'ai adoré et on a pris énormément de plaisir à travailler ce film sur la durée avec ma collègue qui fait la com. Je lui disais tant qu'il y a des gens, je le garde. Et ça a duré 6 mois et on a terminé par une soirée événement où il y a eu 60 personnes. Donc en fait on aurait pu continuer. Voilà. Quelque chose à dire peut-être pour Inside Llewyn Davis des frères Cohen qui sera diffusé donc le 19 octobre à 19h. Oui, j'ai choisi ce film parce que c'est pas forcément le plus connu des frères Cohen, mais en fait c'est un film sur Dave Van Ronk. Pour info, c'est un de mes musiciens favoris dans la veine. C'est un peu un père spirituel pour Bob Dylan par exemple, et pour le coup c'est un film génial. J'en dirai évidemment plus parce que je présenterai ce film si vous venez le voir. Mais si vous aimez la musique folk américaine, ne manquez surtout pas Inside Llewyn Davis. Rendez-vous le 19 octobre à 19h. Et puis un mot aussi sur, je crois, un coup de cœur pour vous, An Elephant Sitting Still de Hubo. Oui, c'est un souvenir. Qui sera diffusé le 21 octobre à 20h. C'est un souvenir mythique parce que c'est un film de 3h50 que j'ai découvert. Donc, il sortait en janvier 2019. Je l'ai découvert un mois avant, un peu avant Noël, un matin, très très tôt, un samedi matin, avec un collègue projectionniste. On a tous les deux pris une énorme claque et au générique, on a vu la date de vie et de mort du réalisateur, donc Hubo, un Chinois qui s'est donné la mort un peu à la Kurt Cobain à 28 ans. Et donc, ça nous a un peu terrassé parce qu'on ne savait pas ça avant de voir le film. Et donc, on l'avait sorti. On était un des 7 cinémas en France qui le montrait en sortie nationale. Il avait été repris pour le Festival Télérama un an après. Donc un film magnifique. Tous ceux qui sont allés le voir ont pris une énorme claque. Donc si vous l'avez loupé, ne manquez pas ça. Rendez-vous le 21 octobre à 20h. Merci beaucoup Malo d'être venu sur notre plateau. Merci. Alors dans Au quotidien, ce jeudi, il sera de nouveau question de syndicats dans l'actu. Et oui, nous serons avec Yannick Poutot et Christelle Bourguignon, respectivement représentants de la CFE-CGC et de la CFDT de Valeo, l'usine de Lassus-sur-Sarthe. L'entreprise pourrait fermer et 300 personnes seraient menacées de perdre leur emploi. Nous en parlerons donc avec eux. Et puis dans la suite, nous recevrons la députée de la première circonscription, Julie Delpech, avec qui nous aborderons beaucoup de sujets, et notamment son changement de commission à l'Assemblée nationale, où elle s'occupe désormais des affaires culturelles et de l'éducation. Et ce soir, Alexandre, c'est mercredi, c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott et Samuel Morand. Tout à fait. Et au programme, la marche contre le cancer du sein à l'Arche de la Nature. Et oui, c'est le mois d'Octobre Rose. Direction ensuite Saint-Rémy-du-Val pour la fête de la Voie Verte. Une journée flore et nature à Ruaudin. Et puis on ira voir un peu de sculpture à Château-du-Loir où avait lieu une exposition. Eh ben, ça a l'air super tout ça, il faut juste rester avec nous sur LMTV Sarthe, vous allez voir ça dans quelques instants. Et puis d'ici là, on vous souhaite une belle soirée. On se retrouve donc demain à 18h30 sur LMTV Sarthe. Salut.